Marc Toati, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité. On a le plaisir de vous avoir à l'occasion de la sortie de votre livre, votre dernier livre. Il faut rappeler à nos auditeurs que vous êtes un écrivain qui a déjà à son crédit, acquis plusieurs best-sellers dans le domaine de l'économie, et vous publiez donc Un monde de bulles. Un monde de bulles, c'est un ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines. Alors, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, parce que on le comprend à travers en survolant le livre. On parle évidemment, on parle beaucoup en économie ces dernières années de bulles. On a parlé de la bulle immobilière en particulier en 2008, mais vous revenez bien en arrière. Vous dites que en fait l'économie mondiale est parsemée de bulles qui éclatent au fur et à mesure et qui provoquent des secousses plus ou moins sérieuses, n'est-ce pas ? Voilà, tout à fait. En fait, bon, alors c'est un livre très pédagogique évidemment qui rappelle en fait l'histoire de ces bulles. Et puis, alors il y a quelques chapitres au début qui rappellent que la première bulle, par exemple, c'est la bulle de la tulipe hollandaise au XVIIe siècle. Et à l'époque, pour vous montrer un petit peu cette cupidité mal placée, c'est que le bulbe de tulipe, le prix est monté, ça valait l'équivalent d'un hôtel particulier à Amsterdam au sommet de la bulle. Donc ça ne voulait rien dire évidemment. Et ensuite tout s'est effondré en quelques semaines, quelques mois. Et donc pour tout vous dire, c'est l'idée de ce livre m'est venu il y a un peu plus d'1 an maintenant, lorsque effectivement on était dans cette folie du Bitcoin et tout le monde disait oui c'est magnifique, donc ça vaut $20 000. Et là je me suis dit il y a un problème, parce que là le nom de la bulle il est dans le nom du produit, c'est-à-dire que ça s'appelle une monnaie virtuelle. Donc on vous dit que c'est du virtuel, mais on vous dit que ça vaut quand même $20 000. Et donc je me suis dit c'est aussi mon rôle de un petit peu alerter le grand public. Et donc depuis évidemment le cours du Bitcoin s'est effondré de 85%. Donc c'est pour dire qu'il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut surtout de ce point de vue-là aujourd'hui garder le bon sens. Je pense que malheureusement, trop souvent, on l'a vu avec les subprimes, on l'a vu avec malheureusement beaucoup de bulles, beaucoup de crises, souvent on oublie le bon sens. Il y a une règle notamment de base en économie, même dans la vie au quotidien, qui est la suivante, qui est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. C'est-à-dire que si vous voulez un rendement élevé, si vous voulez gagner de l'argent, il faut prendre des risques. Mais ça, c'est pas nouveau. Alors voilà, tout à fait. Tout le monde le mais sait. Le problème, c'est qu'on l'oublie. Moi, je m'arrive encore très régulièrement, on m'accose dans la rue ou ailleurs, et on me dit, Toati, vous n'avez pas un produit là sympathique, on peut gagner beaucoup d'argent, mais sans risque. Non, ça n'existe pas. Et si on ne veut pas prendre beaucoup de risques, on doit effectivement se contenter de rendements faibles. Et le drame que nous avons aujourd'hui, c'est que malheureusement, il y a eu plusieurs bulles qui se sont développées, parce qu'habituellement on a une seule grande bulle à la fois. Donc on sait gérer. Par exemple en 2008, sur cette grande crise, la crise des subprimes, j'explique dans le livre, je ne vais pas y revenir, mais c'est vrai qu'on s'est dit globalement à l'époque on a voulu changer cette règle, on a voulu faire croire qu'on pouvait augmenter le rendement sans augmenter le risque. Évidemment ça s'est cassé la figure, mais on a pu redémarrer parce qu'il n'y avait qu'une seule bulle à gérer. Et donc en 2008 on a fait une relance très forte. D'ailleurs à l'époque j'étais l'un des rares à dire qu'on allait redémarrer, tout le monde était très pessimiste, mais on a redémarré parce qu'on a fait une relance budgétaire très forte, à peu près 5 000 milliards de dollars à l'échelle de la planète. On a fait une relance monétaire, c'est-à-dire on a baissé les taux d'intérêt, on a fait ce qu'on appelle également la planche à billets, donc ça a redémarré. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que dans cette nouvelle crise qui a déjà commencé, on a plusieurs bulles à la fois. Alors on a eu les crypto-monnaies qui sont déjà terminées, enfin en train de se terminer. Même si, je rassure évidemment, la crypto-monnaie, la blockchain, etc., aura un avenir technologique, mais quand ce sera effectivement réglementé, pour l'instant c'est pas du tout réglementé, donc il faut être extrêmement prudent. Alors on avait également une bulle boursière qui a aussi commencé à se dégonfler. Le livre est sorti en septembre, donc depuis effectivement cette bulle boursière on a assisté il y a quelques semaines à une chute des actions à New York, à Wall Street. Wall Street, Paris, un peu partout, on a une sorte de krach boursier, donc là ça remonte un petit peu. Alors expliquez-nous de manière ponctuelle, qu'est-ce qui provoque cette chute ? Alors c'est très simple, c'est que en fait, donc pour bien être clair, les bulles c'est quoi ? C'est lorsque les grandeurs financières vont trop loin par rapport à la réalité économique. Par exemple, que les prix de l'immobilier augmentent ou de la bourse augmentent, c'est normal si c'est corrélé avec une réalité économique. Vous voyez, par exemple, l'immobilier, que les prix augmentent, pourquoi pas, si effectivement les revenus des ménages augmentent à l'aune de cette hausse des prix de l'immobilier. Or là, on sait très bien que par exemple en France, c'est également le cas en Israël, même si c'est un petit peu différent, je vais expliquer pourquoi, eh bien les prix de l'immobilier ont été trop loin par rapport aux revenus des ménages. Donc on a forcément un effet
remonter, je dirais, à la baisse. En Israël, c'est différent parce qu'on a une demande mondiale. Donc on a un petit marché, par définition, et une demande mondiale, puisque, évidemment, la plupart des Juifs dans le monde veulent un appartement ou une maison, je dirais, en Israël. Donc, évidemment, le marché n'est pas extensible. Donc, c'est ce qui justifie cette hausse, effectivement. Mais ça appelle également, je dirais, pas forcément une correction, mais un apaisement, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que donc ces bulles, finalement, elles se dégonflent que lorsque on prend conscience qu'on a été trop loin. Donc, c'est ce qui s'est passé l'année dernière sur les marchés boursiers. Mais finalement, on a vu que la croissance mondiale est en train de ralentir. Donc, on s'est dit, oulala, là, on va un petit peu trop loin. Et donc, les marchés ont corrigé. Mais ils redémarreront ensuite, comme les prix de l'immobilier, lorsqu'ils baissent, c'est pas forcément grave, parce que ça permet de resolvabiliser une partie de la demande. Alors, je voudrais comprendre un point. Vous parlez de l'immobilier, mais ça, on va dire que c'est presque habituel. Les hausses et les baisses enfin, les hausses dans le domaine de l'immobilier, on y assiste régulièrement. Mais par contre, tout ce qui est start-up, tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, Google, etc., etc. Comment on arrive, par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est-à-dire comment on arrive à déterminer le prix, la valeur d'une société, des grandes sociétés qui sont cotées en bourse aujourd'hui dans le Nasdaq, par exemple. Comment on explique, on a toujours l'impression que c'est énormément gonflé, que ça va éclater un beau jour, c'est-à-dire... Tout à fait. Alors, ça, c'est très important parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que normalement, une entreprise, la valeur d'une action, ça doit représenter les bénéfices que va faire cette entreprise. C'est ça. On appelle les dividendes. Donc, par exemple, je l'écris dans le livre, on avait, il y a encore quelques semaines, il y avait dans le monde 250, ce qu'on appelle des licornes, ça veut dire des entreprises justement dans le numérique, dans la nouvelle économie, entre guillemets, donc qui étaient valorisées chacune $1 milliard. C'est ça. Chacune. Et alors, comment on fixe ça ? Qui fixe Alors voilà, en fait, personne ne fixe le prix, c'est l'offre et la demande. Donc c'est ça le problème des bulles, c'est que globalement, il y a un effet de demande, les gens y croient, donc on a un effet de mode, et donc ça augmente la demande, et si la demande est supérieure à l'offre, effectivement les prix flambent. Et là, ce qui était complètement fou, c'est que donc on a 250 licornes qui sont valorisées donc chacune $1 milliard, alors que sur les 250, seules 3 ont déjà gagné de l'argent. C'est seulement 3. Donc on dit il y a un problème parce que normalement c'est les effets, on va dire, de ces 10-15 dernières années. C'est pas une bulle, c'est je veux dire, c'est une immense c'est une menace d'explosion atomique. Oui, alors si vous voulez, on avait connu ça, pour les plus anciens comme moi, entre guillemets, même si je suis toujours jeune, mais on avait effectivement dans les années 2000, enfin même 90-2000, on a eu la bulle Internet. On avait la même chose, c'est-à-dire que dès qu'une entreprise se créait, elle s'appelait .com, et évidemment tout le monde voulait en acheter, même si derrière on ne regardait pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces nouvelles entreprises, il y aura bien sûr des fleurons de demain, c'est évident. Quand on voit Amazon, etc., c'était des anciennes start-up à la base. Donc c'est sûr qu'on aura des fleurons, mais il faut, je dirais, regarder de près, regarder si l'entreprise est viable, s'il y a des bons investisseurs, s'il y a des bons choix stratégiques, s'il y a des bons fondamentaux économiques en quelque sorte, si vous voulez. Et donc il y a une deuxième règle également effectivement sur les marchés boursiers pour valoriser l'entreprise, c'est de savoir justement combien l'entreprise valorise, je dirais, les profits. Et donc là, par exemple, aujourd'hui, je parlais d'Amazon tout à l'heure, on avait atteint des niveaux incroyables, c'est-à-dire que pour rentabiliser Amazon, il fallait attendre 300 ans de profit. Oui. Donc on se dit, il a aussi un petit problème. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, de ce point de vue-là, il faut se calmer, mais c'est pas forcément grave. C'est-à-dire que on a des entreprises qui ensuite vont retrouver leur prix normal et qui à ce moment-là pourront continuer de se développer. Simplement, c'est plus pour l'investisseur, il faut faire évidemment attention de ne pas se laisser avoir par ces effets de mode. Mais c'est humain, si vous voulez. Malheureusement, souvent on ne regarde pas très loin, on a un manque de vista, et donc c'est ça le gros problème. Et donc la réalité, c'est ce que j'évoque également dans le livre, c'est que la plus grande bulle aujourd'hui, selon moi, c'est ce que j'appelle la bulle de la dette. C'est-à-dire la dette aujourd'hui, elle explose. Elle explose. On est ça donne un chiffre qui donne le vertige, on est à 230 000 milliards de dollars de dette au niveau mondial, ça veut dire plus de 300% du PIB mondial, donc c'est du jamais vu. Et donc là, il y a un risque parce que, à la rigueur, le niveau de la dette, pourquoi pas, tout le monde s'endette, mais il faut une condition. Il faut que cette dette génère suffisamment de croissance ou d'activité ou de revenus, si vous voulez, au moins pour rembourser les intérêts de la dette. Vous voyez, c'est logique. Or, aujourd'hui, on a un grand problème, notamment au niveau des États. Par exemple, je prends l'État français, par exemple. Depuis 10 ans, chaque année, on n'a même pas assez de croissance juste pour rembourser les intérêts de la dette publique. C'est ça. Alors, ça veut dire que juste pour
payer les intérêts de la dette, il faut encore s'endetter. Vous voyez, c'est cette bulle de la dette qui est extrêmement dangereuse, et malheureusement on voit ce que ça produit, parce que aujourd'hui en France on a 100% de dette publique par rapport à la richesse. Bon, si à l'arrière on avait 4% de croissance tous les ans, qu'on avait un taux de chômage à 3%, on pourrait dire tout va bien, mais ce n'est pas le cas. On a seulement 0,8% de croissance, on a un chômage élevé, et puis maintenant on a des dérapages sociaux, voire sociétaux très dangereux, donc ce qui montre bien que ça ne fonctionne pas, et c'est ça qui est effectivement très dangereux. Alors, après avoir parlé du monde entier, je voudrais qu'on se focalise un petit peu pendant quelques minutes sur Israël. Israël, on l'a senti, ceux qui ont vécu ici en Israël depuis ces 15 dernières années, a réussi à passer à travers la bulle, l'explosion de la bulle des subprimes et a réussi à maintenir son économie relativement stable, à continuer avec un taux de croissance relativement élevé parmi les pays occidentaux, si je ne m'abuse, je ne suis pas un expert. D'ailleurs, j'explique dans le livre, Israël a le taux de croissance le plus élevé du monde développé sur les 20 dernières années. Alors d'abord, quelle était la recette miracle on va dire, des responsables d'économie israélienne? Alors voilà, c'est très, enfin, l'économie israélienne, les responsables, je ne sais pas, mais c'est surtout, on va dire, ce qu'on appelle le tissu industriel israélien, c'est-à-dire la force d'Israël, et ça je l'explique dans le livre, et d'ailleurs c'est pas que pour Israël, c'est pour tous les pays développés. Leur seule force aujourd'hui, c'est la recherche-développement, c'est-à-dire la capacité d'innover. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Israël a le taux de recherche-développement par rapport à son PIB, à sa richesse, de 4,7%, c'est le numéro 1 mondial. Donc c'est vrai que c'est grâce à cela, effectivement, qu'on a pu, parce qu'Israël est quand même un petit pays géographiquement, on a pu effectivement de ce point de vue-là développer des nouvelles industries, des nouvelles effectivement donc innovations, et donc à partir de là, ça a capté des capitaux étrangers qui sont venus investir en Israël, plus les entreprises israéliennes qui ont investi également en Israël. Et donc c'est ça qui a boosté, qui a porté cette croissance, et c'est ça que chaque pays développé devrait faire. Par exemple, c'est ce qu'essaye de faire la Corée du Sud, on sait qu'elle aime bien imiter Israël. C'est ce que font également les Chinois aujourd'hui, qui ont beaucoup misé sur la recherche-développement, parce que c'est ça l'avenir. Le seul moyen de faire de la croissance durable dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique. Et ça, effectivement, Israël l'a bien compris. Maintenant, il faut être honnête aussi. Malheureusement, c'est pas le paradis sur Terre n'existe pas. Donc, Israël aujourd'hui, il y a aussi des problèmes. Voilà. Puisque je le disais dans la revue de la presse il y a quelques instants, on est dans un déficit budgétaire qui augmente dangereusement. Et alors, je lisais dans le The Marker, le quotidien économique du Haaretz, que même Moshe Kahlon, en fait, a reconnu qu'il y avait un déficit grandissant, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que la croissance naturelle de l'économie israélienne allait compenser ce déficit. Est-ce que Voilà, c'est ce que j'évoque là. C'est-à-dire qu'avoir une dette ou un déficit, c'est pas trop grave si effectivement on a cette croissance forte. Alors, il y a quand même quelques petits bémols, notamment on l'a vu dernièrement sur les chiffres d'économie israélienne, on a la consommation qui ralentit un petit peu. Donc là, il faut faire attention parce que une fois effectivement qu'Israël a réussi à augmenter effectivement sa croissance, on a fait grossir le gâteau entre guillemets de la richesse. Maintenant, il faut mieux la partager. Donc là, effectivement, il y a des efforts à faire en termes de redistribution. Autant en France, il y en a trop et elle est inefficace, autant en Israël, il n'y en a pas forcément assez. Donc là, effectivement, on a besoin de mieux effectivement développer cette économie, cette redistribution, également de lutter contre ce qu'on appelle des oligopoles, c'est-à-dire que dans certains domaines d'activité, il n'y a une seule entreprise ou deux entreprises qui fixent les prix entre amis, entre guillemets. Ça, c'est pas bon non plus, parce que si l'inflation augmente, eh bien ça casse la consommation. Donc vous voyez, je pense que là Israël est dans sa phase de maturité. Ça veut dire qu'effectivement, maintenant qu'on a développé, eh bien, il faut mieux répartir. Vous savez, je donne ce comparatif souvent entre la France et Israël. Dans les années 90, en termes de ce qu'on appelle le PIB par habitant, ça veut dire la richesse divisée par le nombre d'habitants, la France était 12e mondiale et Israël était 30e mondial. Aujourd'hui, donc dans les années 2017, eh bien la France est passée à la 24e place, donc de 12e à 24, et Israël est passé de la 30e place à la 22e place. C'est-à-dire qu'on est devant la France aujourd'hui en Israël. Donc ceci pour rappeler que quand on veut, on peut. Maintenant, effectivement, il faut faire attention parce qu'il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Et donc aujourd'hui, le plus dur est à faire. Il faut transformer effectivement l'essai. On a de la innovation. Maintenant, effectivement, il faut, on va dire, une économie plus redistributive, lutter contre les monopoles. Et donc à ce moment-là, effectivement, Israël aura du potentiel, bien entendu, même si effectivement, il faut être honnête, pour 2019, on a un ralentissement de la croissance mondiale. Donc mécaniquement, Israël en pâtira aussi. Donc les arbres ne montent pas au ciel. Donc il y a même des bulles effectivement économiques.
c'est-à-dire que là aussi, de temps en temps, il faut que ça ralentisse un petit peu pour repartir sur des bases plus saines. Mais je pense qu'on peut quand même effectivement rester optimiste. Si on garde ce dynamisme, je dirais, de l'innovation, il y a également le gaz, etc., qui peut apporter de la croissance là aussi. Donc, il ne faut pas gâcher la croissance. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il ne faut pas rentrer comme ce qu'on fait aujourd'hui en France, malheureusement, où on voit qu'on est en train de gâcher notre économie. C'est ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est une catastrophe. Donc, faut pas rentrer dans ces mouvements, effectivement, populistes, qui veulent tout casser, parce que là, bien entendu, tout le monde perd. Hein, il faut bien prendre conscience de ça. Donc, espérons qu'on fera les bons choix, d'ailleurs également en France, parce que ça fait de la peine de voir comme c'est en train de s'effondrer. Donc, aujourd'hui en France, on est quasiment au seuil de la récession. Mais c'est vrai que Israël aujourd'hui a ce potentiel de croissance qu'elle peut encore utiliser. Elle a une natalité qui est dynamique, une jeunesse qui est dynamique. Donc, de ce point de vue-là, on a, je pense, encore des marges de manœuvre pour avoir une bonne croissance. Eh bien, Marc Cloty, c'était particulièrement intéressant de discuter avec vous. Alors, je dois préciser avant de terminer notre entretien que vous allez donner une conférence sur votre ouvrage, sur ce livre, Un monde de bulles, à Jérusalem le 27 janvier prochain. Tout à fait. Alors, en fait, pour tout vous dire, moi, je fais beaucoup de conférences en France, mais c'est vrai qu'on m'a demandé de faire une conférence à Ranana il y a quelques semaines qui a très bien fonctionné. Donc, voilà, on va essayer de se déplacer un petit peu en Israël. Donc, je ferai une conférence le 27 janvier donc à Jérusalem. Alors, je donnerai le lieu exact, parce que comme en fait on est un peu dépassé, il y a plus de monde que prévu, donc on a dû changer de salle au dernier moment. Mais bon, tout se passe bien. On en parlera sur Kalita. On en parlera sur Kalita. Merci beaucoup Marc Cloty de nous avoir parlé de ce sujet intéressant, un monde de bulles. Bravo à vous, continuez comme ça. Merci beaucoup et bonne journée. Shavuot Tov. Voilà.